Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Tout de suite, le sommaire. L'annonce de la fin de l'opération de publication des résultats provisoires des législatives 2021 par le président de la CEI. La commission aura durant 3 jours égrené les résultats des 204 circonscriptions électorales en direct de nos antennes. Cette étape achevée suivra celle des réclamations dont la charge reviendra au Conseil constitutionnel. Lutte contre la Covid-19. La seconde phase de la campagne de vaccination est lancée. Elle cible les personnes âgées de plus de 50 ans. Le directeur de la santé, le professeur Mamadou Samba, était sur le plateau du Trésor. Il expliquait le déroulé de cette phase de vaccination. Et puis le président sortant du Niger, Mahamadou Issoufou, est récompensé par la fondation Mo Ibrahim. Il est le premier lauréat du prix Mo Ibrahim depuis 3 ans pour son prix 2020. La fondation s'est largement appuyée sur les avancées socio-économiques du Niger. Bienvenue dans ce 23h. Les élections législatives se sont tenues le 6 mars dernier en Côte d'Ivoire. Et ce mardi, la commission électorale indépendante achevait la publication des résultats provisoires. Une opération entamée le soir même du scrutin. 37,88% des Ivoiriens inscrits sur la liste électorale auront participé à cette élection. Des précisions avec Sidonie Davila. La commission électorale indépendante CEI a eu 3 jours pour égrener tous les résultats du scrutin. Ce sont au total 204 circonscriptions concernées. Le président de la CEI, Ibrahim Koulibaly Kubière, livre le verdict final. Le recensement général des votes donne les résultats suivants. Inscrits 7 359 399. Votants 2 788 022. Bulletins nuls 82 184. Bulletins blancs 34 083. Suffrages exprimés 2 705 838. Taux de participation 37,88%. Les résultats provisoires rendus placent à une autre étape de ce processus aussi importante, celle du contentieux. Les réclamations sont adressées au Conseil constitutionnel, rappelle le président de la CEI. Le droit de contester l'élection à l'Assemblée nationale appartient dans une circonscription électorale donnée à tout candidat ou à toute liste de candidats de la dite circonscription, à tout parti ou groupement politique ayant présenté une candidature dans le délai de 5 jours à compter de la date de proclamation solennelle des résultats provisoires par le président de la commission électorale indépendante. Lors de la campagne électorale des législatives, la CEI a enregistré un décès parmi les candidats retenus. Si la loi prévoit le remplacement de ce dernier, elle prévoit aussi une autre élection dans la zone concernée. Il est sursis de plein droit à l'élection du député de la circonscription numéro 097, Hariko Ka, Nyakarama Dougou et Tortilla, commune sous-préfecture. La commission électorale indépendante procédera à une nouvelle élection dans un délai de 1 mois à compter de la date initialement prévue pour la tenue du scrutin. La CEI se réjouit du caractère apaisé de cette élection malgré quelques incidents qui, selon elle, n'entachent en rien la régularité du scrutin. Et à cette étape du processus électoral, partis politiques et candidats ont le droit de saisir le Conseil constitutionnel en cas de réclamation. Le Conseil constitutionnel qui s'exprime d'ailleurs à ce propos dans ce communiqué lu pour vous par Abou Sanogo. Le Conseil constitutionnel porte à la connaissance des populations et des électeurs que, conformément à l'article 86 du Code électoral, la Commission électorale indépendante CEI a procédé à la proclamation solennelle des résultats provisoires du scrutin législatif du 6 mars 2021 sur mardi 9 mars 2021. En conséquence, les réclamations relatives aux résultats du scrutin sont reçues par le Conseil constitutionnel du mercredi 10 au mardi 16 mars 2021.
2021. Les requêtes, accompagnées des pièces justificatives, devront être déposées au secrétariat général du dit conseil, si au 22, boulevard Card, à Abidjan Plateau. À cet effet, une permanence sera assurée au siège du Conseil constitutionnel les samedis 13 et dimanche 14 mars 2021, aux heures habituelles d'ouverture. À l'expiration de ces délais, plus aucune réclamation ne sera reçue. Il rappelle que, conformément à l'article 101 du Code électoral, le droit de contester une élection à l'Assemblée nationale dans une circonscription électorale donnée appartient à tout candidat ou à toute liste de candidats de la dite circonscription, à tout parti ou groupement politique ayant présenté une candidature dans un délai de 5 jours à compter de la date de proclamation solennelle des résultats provisoires faite par la commission chargée des élections. Fait à Abidjan le 9 mars 2021, le président du Conseil constitutionnel, Mamadou Kone. Un autre communiqué du Conseil constitutionnel a été produit ce jour. Il porte sur le contentieux de l'élection des députés à l'Assemblée nationale sur le scrutin du 6 mars 2021. Le président du Conseil constitutionnel informe les candidats, les partis et les groupements politiques que pour le suivi du traitement de leurs requêtes, ils pourront consulter le rôle des audiences au tableau d'affichage situé à l'entrée du siège de l'institution sise à Abidjan Plateau, 22 boulevard Card, et sur son site internet les www.conseilconstitutionnel.ci, un communiqué signé à Abidjan ce 9 mars 2021. Sur l'élection des députés en Côte d'Ivoire, l'Union africaine a livré les conclusions de ses observations. L'Union juge l'opération satisfaisante et souhaite que soit renforcée la sensibilisation des populations sur l'importance de leur participation aux élections. Le point de Issa Yeo. 72 heures après la tenue des élections législatives, les missions d'observation continuent de faire leur bilan. La mission d'observation de l'Union africaine trouve globalement satisfaisant le processus. Nous avons remarqué que cette élection s'est déroulée dans le calme, dans la sérénité et dans un contexte politique où il y avait une volonté réelle de tous les acteurs politiques d'apaisement. Et ça ne s'est pas démenti. Donc le 6 mars, les élections se sont globalement bien passées. On a relevé ici là quelques incidents, mais qui n'ont pas eu un impact ni sur l'intégrité du scrutin, ni sur sa transparence, ni sur sa régularité. Cependant, l'Union africaine fait des recommandations en vue des échéances futures. En ce qui concerne l'implication des citoyens aux élections, donc il faut les inviter un peu plus à aller aux élections et à aller voter, c'est un devoir civique. Nous formulons également quelques recommandations pour le personnel électoral, ils sont bien formés, mais il faut encore amplifier cette formation. Et nous souhaitons également que la République de Côte d'Ivoire consolide cette volonté de pacification, de démocratie. La mission de l'Union africaine a surtout félicité l'ensemble de la classe politique ivoirienne pour avoir favorisé un climat de paix pendant ces élections législatives. L'environnement électoral est aussi noté par les observateurs internationaux de l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique et ceux du Centre Carter. Le rapport rend compte de la tenue de ces dernières élections dans un climat sociopolitique calme et apaisé. C'est Ferazegui. Depuis août 2020, l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique et le Centre Carter ont déployé une mission internationale d'observation électorale en Côte d'Ivoire. Cette mission, composée de 54 observateurs, dont 14 experts, a livré ses conclusions à l'issue du scrutin du 6 mars dernier. L'accord politique du 29 décembre 2020, qui fait suite aux violences électorales liées à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, a considérablement contribué au dégel du climat politique et à l'organisation d'élections inclusives avec de nouvelles dynamiques politiques au sein de l'opposition. La campagne s'est déroulée dans une atmosphère généralement calme et sans incidents notoires. Cependant, elle n'a pas suscité un engouement particulier des électeurs. Les opérations de vote se sont déroulées dans le calme et les procédures ont été globalement bien respectées dans les bureaux de vote observés.
Si, dans l'ensemble, le scrutin s'est déroulé dans le calme, la mission a relevé quelques heurts dans certaines localités. La mission déplore toutefois la dégradation par endroits de l'atmosphère durant le scrutin, allant d'échanges verbaux violents sans incident notable au saccage d'une trentaine de bureaux de vote. Environ 40% des bureaux de vote visités présentaient des difficultés d'accès aux personnes à mobilité réduite, principalement dues à un dénivelé ou une marche. Dans 12% des cas, les bureaux de vote se trouvaient cependant à l'étage. La mission internationale d'observation électorale en Côte d'Ivoire félicite la Commission électorale indépendante CEI pour l'organisation des élections législatives qui, selon elle, est conforme aux standards internationaux de transparence et d'accès à l'information. Une autre opération au cœur des préoccupations, la lutte contre la pandémie de coronavirus. On fait le point juste après ce jingle. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce 9 mars 146 nouveaux cas de Covid-19 sur 1942 échantillons prélevés, ce qui représente 7,5% de cas positifs. Un bilan journalier qui annonce aussi 82 cas de guérison et 2 décès. À cette date, la Côte d'Ivoire compte 35 477 cas Covid, 32 882 personnes guéries, 206 personnes décédées et il reste encore 2389 cas actifs. Le coronavirus, nous en parlons encore. Un an après le premier cas découvert sur le sol ivoirien, le pays lutte toujours contre l'ennemi invisible. Selon le rapport hebdomadaire des autorités sanitaires, 3166 nouveaux cas de Covid-19 ont été répertoriés du 22 février au 7 mars 2021. Le point de ce rapport avec Laure Goretti. Pour la période du 22 février au dimanche 7 mars, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique note une augmentation significative du nombre de nouveaux cas. La Côte d'Ivoire enregistrait, relativement à la pandémie à coronavirus, 3166 nouveaux cas de Covid-19 sur 37 471 tests analysés, soit 8,44% de l'échantillon. 2312 nouvelles guérisons. Le taux de guérison était alors de 93,62%. 16 décès malheureusement ont été notifiés. Avec un nombre cumulé de 202 décès, la létalité ou taux de décès était de 0,58%. 2277 cas actifs. Depuis le 11 mars 2020, soit un an après, au total, 35 187 cas de COVID-19 diagnostiqués sur 442 583 échantillons, soit 7,95% des cas testés, dont 32 708 déclarés guéris. Cette quinzaine a été marquée par la campagne de vaccination contre la COVID-19 le 1er mars dernier. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le Dr Eugène Akawele, tout en appréciant les efforts accomplis par tous les acteurs de la riposte, dont les professionnels de la santé, invite à la prudence et à la vigilance. Il encourage par ailleurs vivement aussi les populations, en particulier la cible concernée par cette première vague de la campagne de vaccination, dont les personnels de santé, les forces de défense et de sécurité, les enseignants à y adhérer. À ce 142e point presse gouvernemental, le commissaire Charlemagne Bleu a mis l'accent sur la sensibilisation au respect des mesures sécuritaires et sanitaires mises en place dans les établissements publics et aux frontières. Cela fait aujourd'hui 8 jours que nos forces de défense et de sécurité, à tour de rôle, chacun selon son programme, passent pour se faire vacciner. Face au relâchement des mesures, le gouvernement rappelle que la maladie sévit toujours et attire l'attention des populations sur l'importance de la vaccination. Et en plus des mesures barrières instaurées pour éviter d'être contaminé, le vaccin anti-Covid vient renforcer la lutte des États contre ce virus. Avec plus de 32 000 personnes qui ont été atteintes par le virus, une deuxième phase de la campagne de vaccination a été lancée en Côte d'Ivoire. Le directeur de la santé, le professeur Mamadou Samba, était sur le plateau du 13h pour expliquer le déroulement de cette seconde phase de vaccination. On écoute un extrait de son intervention. La vaccination a commencé depuis le 1er mars jusqu'au 6 mars. Nous avons eu une première cible, qui était les forces de sécurité, les personnels de santé et les enseignants.
à fait. Et monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a décidé d'ouvrir cette seconde phase à d'autres populations, à savoir les 50 ans et plus et les porteurs de maladies chroniques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons à la fois les cibles de la première phase et les cibles de la seconde phase. Nous avons commencé la vaccination au niveau du vaccinodrome qui est au niveau du parc d'export de Treichville. Cette semaine, de nombreux autres sites vont s'ouvrir, notamment les différents CHU. Nous avons commencé au CHU de Cocody et aussi au niveau des différentes antennes de l'NHP à Bobo, Port-Boué et Yopougon. Et également dans les districts sanitaires d'Abidjan, à savoir à Bobo, à Yopougon, à Djamé-Plateau, Treichville, Makori, Port-Boué et Koumansi. Dans toutes ces communes, nous aurons un site de vaccination qui est logé dans le district sanitaire ou à l'hôpital général. Je voudrais également noter que les forces de défense et de sécurité auront leur propre site de vaccination au sein des casernes et de leurs hôpitaux. De faux vaccins contre le coronavirus vendus à moindre coût circuleraient actuellement sur le continent africain. L'Afrique de l'Ouest serait visée par les trafiquants et contrebandiers. La Côte d'Ivoire devrait-elle s'inquiéter de cette situation? Nous ne devons pas être inquiétés par ce faux trafic. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire a fait le choix des vaccins sûrs et préqualifiés par l'OMS dans un mécanisme que nous maîtrisons entièrement, que le mécanisme COVAX. Donc seront disponibles en Côte d'Ivoire que des produits préqualifiés par l'OMS et dont nous maîtrisons totalement la chaîne de la fabrication jusqu'à l'aéroport d'Abidjan. Le directeur général de la santé, le professeur Mamadou Samba, qui expliquait cette seconde phase de vaccination contre la Covid-19. Elle a débuté hier et cible les personnes âgées de plus de 50 ans et celles atteintes de pathologies dites chroniques. Les forces de défense et de sécurité, elles sont invitées depuis le 1er mars dernier à se faire vacciner et sont encouragées par le général Bagando Diomandé. Il s'est fait vacciner hier. Il a reçu sa première dose du vaccin anti-Covid. Astou Touré. Les membres du gouvernement se succèdent au centre de vaccination de Treichville. Objectif, rassurer les bénéficiaires et les encourager à aller se faire vacciner. Après Patrick Hachi et Raymond Goudou Kofi, c'est Bagando Diomandé qui veut exhorter les forces de défense et de sécurité à lui emboîter le pas. Il est important que chacun se fasse vacciner. Parce qu'on a coutume de dire qu'il est mieux de prévenir que de guérir. Je voudrais personnellement lancer un appel à chaque citoyen, à chacun des membres du corps social sélectionnés pour recevoir ces vaccins, à venir se faire vacciner, pour se mettre à l'abri justement de tous les risques liés au coronavirus. Le pays compte ainsi parmi les premiers du continent à administrer le vaccin AstraZeneca Oxford à travers le mécanisme COVAX mis en place pour permettre aux pays les plus pauvres d'accéder à des vaccins contre le coronavirus. Et nous parlons d'un tout autre sujet à présent, de l'eau potable pour tous. Le projet gouvernemental fait la joie des populations en cette période de crise sanitaire. Dans la commune d'Atekoubé, il a été lancé des travaux pour l'adduction en eau potable du quartier Djiné et Carré. Ce sont 11 000 personnes qui très vite consommeront de l'eau potable. Patricia Omouetia. Djiné Carré est un sous-quartier d'Atekoubé, étendu et peuplé, où l'alimentation en eau potable est très difficile. On a un problème d'eau ici. On est obligé de descendre pour aller au bord, pour aller puiser l'eau. Souvent, je vais à 5 heures, à 4 heures pour aller puiser l'eau là au bord. Aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement. Je voudrais sincèrement, au nom de la population et à mon nom personnel, au nom de ma notabilité, dire sincèrement merci à M. le Président de la République, sans oublier ces deux illustres ministre de la commune d'Atekoubé. Rappelant les difficultés d'eau dans ce quartier, Laurent Tchagba a souligné que Djiné Carré avait des canalisations de petit diamètre dans certains endroits et d'autres ne disposaient même pas de canalisation, ce qui favorisait les pratiques de fraude sur toutes les installations d'eau potable. Tout ce grand quartier, ces sous-quartiers vont être désormais desservis en eau potable. Nous sommes donc dans l'allégresse et nous réitérons notre gratitude au président de la République. Une chose est d'envoyer les canalisations dans les quartiers, mais une autre est que les populations soient branchées à ces canalisations qui leur permettent d'avoir de l'eau. Mais pour le faire, il faut payer 167 000 francs. Mais la plupart du temps, les quartiers sont des quartiers précaires et des quartiers où les populations sont démunies. Et face à ça, le président a accepté
que ces populations payent 10 000 francs et nous, on paye 157 000. Voilà, pour leur permettre d'avoir accès à l'eau. Après étude, la solution pérenne trouvée a été d'inscrire Djené Karé dans le grand projet de renforcement de l'alimentation en eau potable du Grand Abidjan, appelé projet APTF, d'un coût global de 47 milliards de francs CFA. Ce projet prend en compte 155 quartiers et sous-quartiers du Grand Abidjan. Un autre projet de développement, cette fois dans la région de Gbeke, le projet de desserte de la ville de Boaké par les bus de la société de transport abidjanais va bientôt devenir une réalité. Déjà, l'État de Côte d'Ivoire a mis à disposition 3 hectares pour la construction d'une gare centrale. Des changements seront certainement apportés au quotidien de la ville. Leur impact sur le fonctionnement de Boaké est présenté par Kader Sogodogo dans cet élément. On regarde. Le problème du transport urbain se pose avec acuité dans de nombreux pays. Boaké, deuxième ville de la Côte d'Ivoire, n'échappe pas à cette problématique. La capitale de la région de Gbeke présente 3 types de transport pour allier ces différents quartiers. Les taxis communaux, les minicars appelés couramment Gbaka et les mototaxis dont de nombreux dommages ont été constatés. Entre l'insuffisance des taxis, la rareté des Gbaka et le danger permanent que constituent les mototaxis, Boaké peine à transporter ses populations. Je suis à Dar es Salaam. Et pour venir là, c'est dit. Pour partir aussi, c'est dit. Le transport est très cher. Si la Sotra vient, on sera très heureux de venir à l'école parce que ça nous encourage plus, ça nous motive. On fera beaucoup d'économies. Avec l'arrivée du bus Sotra, c'est une aubaine pour nous parce que bon, le déplacement du quartier jusqu'à l'école ici, vraiment c'est très difficile. Donc par moment c'est avec les motos, alors que bon, les engins en jeu à 2 roues là, vraiment moi, j'aime pas trop aimer. Donc avec l'arrivée de Sotra, je pense que vraiment ça va nous aider beaucoup, nous les étudiants. J'ai fait beaucoup ici, bon, ça n'empêche pas de voir la Sotra parce que la Sotra facilite le déplacement des personnes massives. Avec la moto c'est un peu difficile aussi. Mais je pense qu'avec la Sotra, ça sera encore plus rapide. Voilà, parce qu'il peut prendre la quantité des étudiants, envoyer en 10 à 5 minutes au campus. Voilà, donc à la Sotra, on souhaite la bienvenue à la Sotra à Boaké. Un dossier sensible qui n'échappe pas au gouvernement. D'ailleurs, en Conseil des ministres, la décision a été prise de rendre les autobus disponibles dans la ville à travers la société des transports abidjanais Sotra. Un ambitieux projet de 2 milliards de francs CFA qui verra au total 73 autobus sillonner les différentes artères de la ville et ses périphéries pour le transport des Boakois. Des modalités du déploiement de la Sotra ont été arrêtées. Nous sommes passés ici en janvier pour faire des études, voir les tracés. Nous sommes passés encore une deuxième fois pour affiner ces études. Aujourd'hui, nous sommes à Boaké pour une situation en réel. Nous avons envoyé des autobus. Les itinéraires que nous avons identifiés, nous avons fait passer les autobus là-dessus et voir les points de retournement que nous avons retenus pour voir si ce serait facile aux bus de faire des demi-tours et de créer des terminus. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui en situation réelle avec des autobus, en tenant compte de leur gabarit. Je peux dire aujourd'hui que les conditions sont réunies pour qu'on puisse ouvrir le réseau à Boaké. La Sotra à Boaké, si elle améliore le transport de population, représente également une aubaine en termes de création d'emplois. Les autorités locales d'ailleurs se frottent déjà les mains. Je voudrais, au nom donc, des populations de Boaké, remercier d'abord Monsieur le ministre des Transports pour cette belle initiative et remercier bien sûr la Sotra pour la concrétisation de ce beau projet. La Sotra à Boaké, c'est un vœu cher au gouvernement qui se réalise. Cela fait plus de 40 ans que le déploiement de la Sotra avait été annoncé à Boaké. Je suis très heureux parce que tout ceci va contribuer premièrement à améliorer la mobilité et la circulation à Boaké, à améliorer la sécurité routière à Boaké, à créer des emplois à Boaké, mais également
à réduire le coût de la vie pour les populations. Le projet d'implantation de la Sotra à Bouaké concerne d'abord 8 lignes, de l'est à l'ouest, du sud au nord, pour 110 km au total. Le déploiement de la Sotra à Bouaké est prévu pour septembre 2021. Ce n'est pas tout. Dans le cadre de l'amélioration du transport collectif à Bouaké, 100 taxis neufs sont annoncés par le ministre des Transports pour être mis à la disposition des transporteurs afin de faciliter la fluidité routière dans la commune. Voilà, de grands changements dans le domaine du transport urbain à Bouaké. Le président de la Cour de l'OHADA est en pleine tournée, présent en Côte d'Ivoire ce 9 mars. Il s'est rendu à la Cour de cassation de la République. Ahmed Traoré et Abou Sanogo font le point de cette visite. Le nouveau président de l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires, Mohamed Sida Diko, reçu par la présidente de la Cour de cassation de Côte d'Ivoire. Il a été question de la mutualisation de leurs efforts en vue d'assurer la consolidation de leurs acquis et également de contribuer à la réalisation de nouveaux défis qui attendent l'OHADA. Cette rencontre, c'est une visite de routine au pays qui abrite les organes de l'OHADA. Et la Côte d'Ivoire abrite un organe très important, la Cour de justice de l'ONU. Donc c'est tout à fait normal qu'on profite de cette occasion pour rendre une visite de courtoisie à la Cour de cassation. Une démarche bien appréciée par Chantal Nanaba Kamara, présidente de la Cour de cassation de Côte d'Ivoire. Nous avons échangé et l'avenir s'annonce radieux. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de chantiers qui vont s'ouvrir. Il y en a qui sont déjà ouverts et à coup sûr, la justice y gagne. Des séances comme ça devraient se répéter, des rencontres de ce genre. Et vraiment, les échanges, ça a été fructueux. Après cette rencontre, le président de l'OHADA a été reçu par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme de Côte d'Ivoire, Sansan Kambile. Rappelons que Mohamed Sida Diko est l'actuel ministre de la Justice, garde des Sceaux du Mali. Nous parlons de bonne gouvernance. Dans le domaine de la bonne gouvernance, nous parlons de distinction. Le prix Mo Ibrahim 2020 de la gouvernance revient à Mahamadou Issoufou, le président sortant du Niger. Ses actions en faveur de la croissance économique et la stabilité politique de son pays auront joué en sa faveur. Il est le premier lauréat du prix Mo Ibrahim depuis 3 ans et nous en parlons avec Dangui Dangui. Le président sortant du Niger, Mahamadou Issoufou, est le 6e lauréat du prix Mo Ibrahim. Ce prix, censé récompenser chaque année un leadership d'excellence en Afrique, n'avait pas été attribué depuis 2017, faute de candidats réunissant les qualités requises. Mahamadou Issoufou s'est distingué pour avoir mis son pays, le Niger, sur le chemin du développement économique et de la stabilité politique, selon le comité qui décerne le prix Mo Ibrahim. Pour certains observateurs, sa décision de ne pas briguer un 3e mandat donnant ainsi l'opportunité au Niger d'opérer une transition démocratique après 60 ans d'indépendance a pesé en sa faveur. Dans un tweet, le président Mahamadou Issoufou a réagi en ces termes. Je considère ce prix comme un encouragement pour continuer à penser et à agir en vue de promouvoir les valeurs démocratiques et de bonne gouvernance, non seulement au Niger, mais aussi en Afrique et dans le monde. Le prix Mo Ibrahim est doté d'un montant de 5 millions de dollars sur 10 ans, soit 2,5 milliards de francs CFA. Au nombre des anciens lauréats du prix Mo Ibrahim figurent Ellen Johnson Sirleaf de Libéria en 2017, le président Pedro Pires du Cap-Vert en 2011 et Nelson Mandela en 2007. L'actualité au Sénégal, le mouvement de contestation a suspendu son mot d'ordre et a appelé à une manifestation pacifique samedi prochain. C'est une décision qui intervient au lendemain de la libération d'Ousmane Sonko, le principal opposant au pouvoir. Son arrestation la semaine dernière avait provoqué des affrontements entre jeunes et forces de l'ordre, des pillages et des saccages. Ousmane Sonko, on le rappelle, est visé depuis début février dernier par la plainte pour viol. Cependant, il crie au complot par le président Macky Sall, qui souhaiterait, selon lui, l'écarter de la prochaine présidentielle du Sénégal. C'est la fin de ce rendez-vous d'information. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée sur RTI1.